parler de pourquoi, avec Rails, grâce à DHH, on n'a pas besoin de faire des SPA. DHH, Senior DHH. Pourquoi on n'a pas besoin de faire des SPA? Et en fait, on va rentrer un peu dans le détail technique on va reprendre un peu, encore une fois, l'historique de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est là, quels sont les avantages, inconvénients, comparer les techniques, et on va essayer de se poser des questions pas techniques, justement, des questions peut-être un peu plus business, un peu plus, entre guillemets, rationnelles, et on va essayer de voir ensemble un peu ce qu'on peut faire. Avant de commencer, c'est évidemment une quick introduction, c'est un talk rapide, on va pas rentrer dans tous les détails, le contexte est propre à chacun, et comme je dis tout le temps, c'est pas une silver bullet. Ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit ce que vous faites, c'est pas la bonne façon de faire. Ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit ok, bah moi j'ai la solution miracle, si elle existait, tout le monde le ferait. Du coup, il n'y a jamais de ou mauvaise façon de faire, c'est à vous de vous adapter, de connaître vos besoins, et c'est ça le plus important. Donc ouais, connaissez votre contexte, c'est le plus important. Peut-être que des gens vont vous dire la SPA c'est absolument single page application, si jamais. Donc c'est les applications qui sont en React en vue, contrairement aux MPA qui sont des applications plus traditionnelles comme en Rails et ce genre de choses. Donc ouais, connaissez bien votre contexte, ne foncez pas tête baissée en disant ok, je vois ça partout, il faut absolument que je fasse ça. Comme d'habitude, c'est pas parce que on a inventé la tronçonneuse qu'on n'a plus besoin des scies et inversement. Du coup, bah on a besoin de tout et c'est bien que toutes les technos existent et il faut un peu de tout. Donc ouais, connaissez votre contexte. Historiquement, pourquoi on a besoin des SPA? Est-ce que on est à peu près en 2015, les SPA explosent, Facebook vient de présenter React il y a quelques mois, années, ça commence un peu à buzzer. Et pourquoi on avait besoin des SPA surtout à ce moment, enfin, à partir de cette période-là? Parce que déjà le JS commençait à le permettre, tout le tooling permettait de faire ça, et on avait des besoins par exemple de rendre des applications de plus en plus interactives. L'exemple qu'avait pris Facebook à l'époque, c'était le chat en bas de la page de Facebook. On scrolle à l'infini, on se déconnecte jamais, on recharge jamais la page, on veut que quand on clique, ça réactualise, il y a le chat qui pop, tout le monde est content. On avait de plus en plus de besoins, le web commençait à sérieusement exploser à cette époque-là, donc on avait de plus en plus le besoin de shipper des features. Donc bah, comment est-ce qu'on fait pour scaler les équipes, pour répartir les équipes, et bah, pour répondre à toutes ces problématiques-là de si je veux redéployer juste un petit bout dans mon front, j'ai pas besoin de redéployer toute ma stack. On avait peut-être, on verra peut-être après ce que ça veut dire, réduire la complexité globale des applications. Donc est-ce qu'un gros monolithe qui justement qui est un peu lourd, qui prend entre guillemets beaucoup de place, qui est peut-être dur à déployer, surtout à l'époque, est-ce que ce serait pas plus simple de le découper en petits morceaux avec chacun son petit corps de métier, le back d'un côté et ou des services d'un côté, et le front ou les fronts de l'autre, et chacun a son petit univers, chacun a son petit composant pour caricaturer. Et du coup, on avait potentiellement ce besoin de réduire la complexité. Et aussi, à ce moment-là, les problèmes de scalabilité, on est pareil encore en 2015. Déployer ne ressemble pas à ce qu'on a aujourd'hui. C'est quand même c'était beaucoup plus dur. Et bah, potentiellement, si on a juste un front qui va fetcher ce dont il a besoin, bah, ça a évité de recharger toute la page et ça a évité cette sensation de lourdeur. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, quand on cliquait, on attendait bien 2 3 secondes avec une page blanche et instantanément la page apparaissait. Il y avait cet effet de bah, c'est pas très agréable qui a quasiment disparu aujourd'hui, mais à cette époque-là, on avait ce besoin-là de comment répondre à cette problématique. Et c'est là que les front-end frameworks rentrent en jeu, et du coup la notion de SPA. La notion de SPA, donc Single Page Application, le concept, c'est quoi? C'est que tout se passe dans le navigateur. Quand on recharge la page, le code source de la page est vide, et c'est exclusivement du JS qui va construire tout le DOM, tous les éléments du DOM. On va dedans construire les divs, les spans, tout ça. Et c'est le framework, c'est la responsabilité du framework de mettre à jour tout ce qu'on veut. Le concept de base, pour faire très simple, c'est que les données sont récupérées en Ajax, pardon, via du JSON, dans l'immense majorité des cas en tout cas, traditionnellement. Et c'est la responsabilité du front d'aller chercher les données, et c'est plus la responsabilité du back d'envoyer une page toute terminée, toute belle, toute propre, qui a juste besoin d'être affichée. Donc on change entièrement de paradigme, on inverse le paradigme, c'est maintenant le client qui va fetch des données plutôt que le back qui les pousse. Donc gros changement de paradigme, pardon, et surtout le plus important, ce qui a fait l'effet waouh à l'époque, et surtout ce que vous avez, si vous êtes encore junior peut-être aujourd'hui, l'effet waouh de j'ai un tableau, je m'en fiche de savoir comment ton DOM se met à jour, c'est la data qui fait foi, c'est la data qui est responsable d'afficher le DOM correctement. Et ça a été un énorme changement de paradigme. On verra après avec jQuery. À l'époque, on avait la responsabilité de fetch les data et d'aller construire des choses dans le DOM. Donc relou,
tout à l'heure, on en parlait avec toi en bas tout à l'heure, avec jQuery, il faut aller construire le DOM à la main, turbo chiant. Turbo chiant, vous avez la ref. Donc, donc, ça c'est quelque chose qu'on voit très souvent, qui est apparu, qui est devenu très populaire, qu'on voit partout sur internet, quand vous tapez tuto React de base, React 101, c'est le genre de choses qu'on voit, donc ça ressemble, je caricature, mais ça ressemble à peu près à ça. Alors normalement on peut scroller, si j'ai ma souris. Ça ressemble à peu près à ça. Dès que le name change, bah, on va fetch quelque chose, quelque part, on s'en fiche de savoir comment c'est fait dans l'API, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. On va aller récupérer un JSON et on va mettre à jour un tableau, en l'occurrence un tableau d'items. Et après, c'est React, on lui dit, bah moi, avec ce tableau-là, je veux construire des LI, en l'occurrence, avec le nom dedans. Je m'en fiche de savoir comment tu fais des appels au DOM via ton navigateur. Je veux juste que, en fonction de ces données-là, le DOM ressemble à ça. Tout le reste ne m'intéresse pas. Et ça, c'est quand même un effet de magique, parce qu'on est quand même passé de manipuler du DOM avec du jQuery à manipuler de la data avec React. Donc sur le papier, c'est quand même stylé. C'est même grave stylé, tellement stylé qu'on en fait encore quasiment 10 ans plus tard. Donc ouais, sur le papier, c'est quand même beaucoup beaucoup plus simple, mais ça, selon beaucoup de gens, dont des HH, c'est en théorie. Parce que c'est ce qu'on va voir ici, on va voir comment il peut y avoir des alternatives à ça et comment toutes les problématiques sous-jacentes qui sont à ça. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que je vous dis depuis quelques années maintenant, c'est que ce qu'on voit là, l'exemple que je vous ai mis avec le UseEffect, c'est un peu la partie en surface. C'est ce qu'on voit, c'est l'effet waouh, c'est le getting started de tous les tutos, et on est en mode, bah ok, trop simple, ça a l'air sur le papier magique, il n'y a aucun problème d'organisation, aucun problème de taille de build, c'est juste magique, on récupère des données, ça se met à jour et on est content. Donc le principe, il est celui-là. Chaque carré, pour caricaturer, représente un composant. Chaque composant a sa propre responsabilité. Ce qui se passe ailleurs sur le papier, il s'en fiche. Il va récupérer par un quelconque moyen, que ce soit votre API, l'API de quelqu'un d'autre, que ce soit du Rails, du Laravel, on s'en fiche. Il va récupérer via un endpoint des données. Il se met à jour, il fait sa vie, tout le monde est content. Est-ce que jusque-là, ça va? Vous avez tous à peu près ce concept? Très bien. Donc c'est cool, mais il y a quand même énormément d'inconvénients. Et on va rentrer dans le détail, on va voir pourquoi Hotwire, vous avez eu le titre, existe. Historiquement encore, j'aime bien ces deux slides, je les mets à chaque fois. Historiquement, ce qu'on avait, c'était qu'on avait un navigateur qui appelait un endpoint, un routeur, quand vous allez sur Wikipédia slash le wagon, et ben vous arrivez dans un routeur qui va appeler un contrôleur, il va récupérer des données, il render une view, et c'est que à la fin de tout ce process-là que votre navigateur, à vous en tant que client, affiche la page. S'il y a du JS, il le charge. S'il y a d'autres trucs, il fait des trucs. Mais globalement, le concept est sur le papier stupide. Ça fait 30 ans, 40 ans que ça existe, que c'est comme ça. Et ça n'a pas beaucoup bougé depuis. Et ça, c'est le concept même des MPA, Multi-Page Application. Donc le concept même mental est ultra simple. Ça pose des problèmes, mais le concept mental est ultra simple. Et mais il y a des problèmes avec toute l'interactivité, tout ce qu'on vient de voir, c'est comment faire pour faire en sorte que la page ne se recharge pas. Si on a des besoins, par exemple, quand on clique sur un bouton, on veut qu'il y ait qu'un petit bout qui change. On a tous connu ça, et du coup, comment on fait? Le concept des SPA, c'est celui-là. Donc on peut voir tout ce qui est à peu près en commun des deux côtés. Donc si je monte ma souris, ça c'est la partie back, et ça va être la partie front. Et on se retrouve tout de suite avec un peu plus de complexité, beaucoup même. Et cette slide, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est Sam Stephenson, le créateur de TurboLinks. Voilà, il y a DHH dans la hiérarchie, et Sam juste au-dessous, finalement, si jamais, qui a quitté Basecamp il y a pas longtemps d'ailleurs. Mais du coup, maintenant, on se retrouve avec quoi? Si on détaille un tout petit peu ce principe-là, maintenant, on va avoir un browser qui, au premier appel, va faire appel à un runtime JS dans le serveur pour faire le premier rendu de la page. Ce framework-là, donc en général en JS, va appeler un routeur qui va appeler, que ce soit du JS ou pas à ce moment-là, peu importe, qui va re-appeler notre routeur, qui va refaire tout le process de view. Donc view en général, ça va être du JSON, qui va rappeler par exemple un modèle, on s'en fout, et qui va renvoyer ça au navigateur. Donc le navigateur, en l'occurrence, là c'est du serveur à serveur, mais peu importe. Et une fois qu'on a ces infos-là, on va le JS qui prend le relais ici. Donc là, on se retrouve dans View Router ou React Router ou Next Router, ce que vous voulez. Et là, bah, une fois qu'on a la première page, et ben on va aller récupérer des infos par les API. Donc pareil, on va re-appeler un routeur, un contrôleur qui va appeler son modèle, qui va render du JSON,
qui va renvoyer les infos dans du modèle. Donc on en parlait tout à l'heure avec toi, avec Pina par exemple, ou Vuex, ce genre de choses. Il va faire tout un tas de trucs, il va render une vue, donc avec les React composants, du Shadow DOM, ce genre de choses. Et tout ça va remettre à jour la page automatiquement, sans refresh, sans rien. Est-ce que jusque-là on est bien? Mais rien qu'en le disant, si je m'exprime à peu près correctement, vous vous rendez compte on se rend compte de la différence de complexité. On passe sur quelque chose, on passe de quelque chose qui est sur le papier simple, on fetch des données, ça se met à jour, à quand on regarde un peu sous le capot, les challenges organisationnels commencent à être beaucoup plus compliqués, et s'il y a un truc qui pète, bah faut que les devs, des devs, des équipes de devs, se comprennent où est la problématique de tout ça. Donc, la complexité cachée, c'est un peu le plus grand reproche qu'on peut faire en général, qui est fait en général aux technologies front, et c'est ce que la plupart des frameworks front modernes essayent de résoudre. Donc par exemple Next avec la version 14 ou Next avec la version 3, c'est ce qu'ils essayent d'éliminer au maximum, qu'on a eu pendant très longtemps eu besoin de faire à la main. Donc par exemple, jusqu'à il y a, j'exagère, mais pas très longtemps, on avait encore besoin de faire du React avec React Router à la main, ce genre de choses. Et ces frameworks-là essayent pour le coup, enlever toute la complexité. Mais la première qu'on remarque souvent, c'est la duplication de logique. Donc c'est ce que je mettais tout à l'heure avec le côté front et le côté back. Bah, c'est-à-dire que si vous avez deux équipes, les deux doivent faire un routeur, les deux doivent faire un contrôleur, les deux doivent avoir un state manager. Pour l'un, c'est la base de données, l'autre, ça peut être, peu importe, ça peut être le state manager de votre choix, mais en tout cas, c'est des variables en JavaScript. Vous devez avoir, quand vous avez une condition d'un côté, vous devez, selon comment vous voulez le faire, avoir la condition de l'autre, et que les deux matchent à peu près en permanence. Et vous devez gérer tout le temps ça. Donc il doit y avoir énormément de communication entre les équipes, et vous devez vous mettre d'accord sur comment fonctionne votre application. Mais si par exemple vous êtes une petite équipe, vous avez peut-être déjà expérimenté ça, en mode bah tiens, je vais avoir mon application front et mon application back d'à côté, vous avez deux routeurs, tout en duplication. Alors ça je l'ai mis pour titiller un peu, mais en gros c'est l'overall performance issue, c'est-à-dire que vous allez devoir monitorer énormément votre application, savoir, bah, imaginons que votre application React ou Vue lag en front, on a déjà eu le cas par le passé sur des grosses applications Vue quand je travaillais chez Studio HB, c'est bah, comment débugger ça. Est-ce que vous avez les ressources, les capacités nécessaires pour aller dans le Shadow DOM, par exemple, pour comprendre quand est-ce que Vue render la vue du coup, quand est-ce qu'il y a des recalculs de vue potentiellement inutiles, comment gérer tous ces cas-là, comment on transformait à l'époque un appel à la base de données depuis un serveur back à un appel réseau depuis le front, donc depuis votre client. Et toutes ces problématiques-là, est-ce que vous les avez en tête? Est-ce que vous avez, pareil, la capacité humaine d'aller monitorer tout ce qui se passe dans vos applications, parce que maintenant vous en avez au minimum deux, et comment est-ce qu'on fait pour monitorer ça, pour gérer le cache des deux côtés, pour faire en sorte que le state soit cohérent des deux côtés, et comment vous allez régler ça de manière générale. Quelque chose d'autre qui est apparu depuis à peu près 2015, et vous l'avez peut-être vécu pour certains, c'est la complexité de la toolchain qui a énormément augmenté. Donc à l'époque, pour les plus vieux d'entre nous, on prenait un JS sur un CDN, on le chargeait, merci, bonsoir. Et maintenant, on a tout un tas de choses pour compenser justement le poids des applications qui a grandement grandi. Donc j'en ai mis quelques exemples, on va avoir du bundle splitting par exemple, c'est faire en sorte que un seul fichier JS va se splitter automatiquement en plusieurs petits en fonction de la page ou des composants sur lesquels on est. Ça va aller chercher le JS seulement dont on a besoin. On va devoir mettre du pre-rendering obligatoire sur une SPA. Si vous n'avez pas de pre-rendering, le premier chargement va être excessivement long. Enfin, pas obligatoire, mais bon, le premier chargement de la page va être excessivement long. Et par exemple, si vous faites du SEO, du référencement, ce genre de choses, vous allez être fortement pénalisé. Et après, on a eu plusieurs technologies qui sont arrivées par le passé. Donc, par exemple, Webpack, ESBuild, Rollup, qui ont plus ou moins de complexité. Et bah, il a fallu dealer avec tout ça. Et bah, c'était pas simple. Et ça, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais parce que quand on vend, entre guillemets, ces technologies-là de SPA, tout est magique. Comme je mettais dans l'exemple tout à l'heure, il y a un use effect, ça marche, merci, bonsoir. Mais on peut se rappeler des quelques heures, minutes qu'on a passé à débugger tous ces machins-là. Et personne n'a envie de faire ça. Et personne est assez expert, en général, pour aller dans le corps de Webpack, pour comprendre exactement pourquoi il bundle ou il split de telle manière. Et c'est pas toujours quelque chose qu'on a envie de faire. Ça apporte pas beaucoup de valeur à notre business. Pour moi, ça c'est le plus important, c'est comment faire en sorte que donc c'est un challenge plutôt organisationnel, comment faire en sorte que les équipes front et back se parlent. Donc là, par exemple, c'est les échanges d'API, c'est comment on se met d'accord, quelle est la convention, parce qu'on parle souvent de convention dans Rails, comment on se met d'accord pour dire, ok, moi j'ai besoin de telle donnée dans tel endpoint,
et je parlerai après de comment ça a été potentiellement résolu. J'ai besoin de telles données dans tel endpoint, je m'en fiche de savoir comment et pourquoi tu les récupères, je veux que quand je tape dans tel endpoint, je récupère telle donnée. Formaté de cette manière, mais faut que j'ai un moyen de savoir que l'endpoint existe, et il faut que j'ai un moyen de savoir ce qui me renvoie. Donc en général, ça veut dire créer une documentation, la maintenir, faire en sorte que tout le monde soit au courant qu'elle existe, gérer les problèmes d'authentification entre deux clients-serveurs, et faire en sorte que tout ce beau monde fonctionne. Et souvent, parfois, souvent, ouais, on a par exemple plusieurs technologies back-end qui vont collaborer ensemble. On va avoir du Rails d'un côté, peut-être du Laravel, on va appeler des services externes. Le formatage de toutes les API ne sont pas les mêmes. Et il faut faire en sorte que tout ce beau monde fonctionne et que si par exemple l'API est down, et ben faire en sorte que le front réagisse et ainsi de suite. Toutes ces problématiques-là n'existaient pas dans des MPA et bah, c'est hyper important. Et c'est en général le plus gros problème. Je caricature encore évidemment, c'est une grosse caricature, mais pour bien comprendre, c'est les challenges organisationnels. En caricaturant, Basecamp a besoin d'un développeur pour shipper une feature, de la réflexion à la mise en prod, pour la monitorer et faire tout ça. Dans ce système de SPA, on va avoir un manager qui va gérer un dev front, un dev back. Les deux, c'est des royaumes qui ont, en général, ils n'ont pas les compétences pour aller vers l'un ou vers l'autre. Pareil en caricaturant. Il faut faire en sorte que tout le monde se comprenne et tout le monde échange sur les mêmes, enfin parle la même langue et que tout le monde soit raccord. Est-ce que toi tu as mergé ta PR? Est-ce que quand je vais appeler tel endpoint, il va exister à ce moment-là en prod et ce genre de choses? Donc il y a énormément de challenges organisationnels et en général, on le voit dans les équipes qui ont ce mode de fonctionnement, ont beaucoup plus de devs, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ont beaucoup plus de devs que des équipes comme Basecamp, Shopify, ce genre de choses. Il y a aussi, et c'est un problème de performance, on en parlait la dernière fois pour ceux qui étaient là, il y a énormément de JS, donc ça peut ne pas être un problème potentiellement, très bien, mais on revient sur la complexité de la toolchain, mais aussi il y a énormément de JS, mais en poids. C'est-à-dire que le chargement des pages, de certaines pages, comme Twitter par exemple, ou ce genre de pages, sont excessivement lourdes, ok, pourquoi pas, mais il faut compenser tout ça. Il faut compenser tout ça avec par exemple des loaders, ce genre de choses. C'est très dur à mettre en cache, en vrai quasiment, j'exagère, mais quasiment impossible. Et encore une fois, il y a quelques frameworks qui essayent depuis quelques années, et c'est une très bonne chose, de compenser tout ça. Donc par exemple, Next, Nugs vont mettre en cache de manière radicale des pages pour ne plus du tout les charger à la volée. Donc c'est ce que fait Next depuis très récemment. Euh, et en fait, on essaye de compenser par énormément de moyens, donc l'hydratation pour ceux qui connaissent. On essaye d'en mettre des mécanismes, on essaye de counter, je sais pas comment on dit, tous les problèmes qu'on a créés par le passé avec justement les problèmes de toolchain. Comment on fait pour compenser cet excès de JavaScript avec des données. Autre chose que je voulais dire, c'est que dans les data interchange et ce genre de choses, on va aussi avoir le côté, quoi qu'il arrive, c'est une fatalité, on va avoir besoin du back-end. Le front-end ne sera jamais dépendant, c'est toujours le back-end qui fera foi, parce que c'est lui qui va vérifier que vous avez payé, par exemple, c'est lui qui va vérifier que vous avez, c'est lui qui va vérifier que vous avez des coupons, c'est lui qui va faire quoi qu'il arrive les appels à la base de données. Donc vous ne pourrez jamais vous empêcher d'avoir un back-end. Et c'est un peu la philosophie derrière, c'est de se dire, bah ok, si j'ai besoin d'un back-end, pourquoi pas miser à fond dessus. Donc, maintenant qu'on prend un peu de recul, avec tout ce qu'on vient de dire, si je vais trop vite, vous me ralentissez, je suis en suffocation. Mais, euh, mais voilà, quand on prend un peu de recul et quand on se dit, quand on sort de l'effet waouh, ok, mon use effect tout à l'heure il fait des trucs de fifou, ça met à jour ma page et c'est insane. Pourquoi on a besoin d'SPA? C'est quoi la raison derrière? On s'était posé la question à l'époque, mais il y a des gens qui étaient drivés par la hype à l'époque. Et les premières choses qu'on se dit, c'est smooth. En vrai, c'est smooth. Toutes les démos que vous voyez sur React, c'est smooth. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez des tic-tac-toe qui marchent de ouf, vous dites, ok, c'est trop simple. Pour faire un tic-tac-toe sur la doc de React, en vrai, objectivement, c'est trop bien. Mais vous avez aussi des problématiques que certaines boîtes ont et qui sont très vocaux par rapport à ça, c'est la fameuse séparation des concerns. Ok, il faut, c'est comme ça, il faut absolument séparer les concerns. Peut-être que vous n'avez jamais eu la problématique de pourquoi, mais c'est comme ça, c'est établi. Et ce que j'entends le plus, que j'ai déjà entendu ici et quand on discute avec les gens, c'est une app qui n'est pas une SPA sera forcément pas scalable. J'y reviendrai après, mais voilà, c'est un peu ce qu'on entend, les bruits de couloir en mode si on veut scale, si on veut que notre business marche, il faut une SPA ou une application en React qui soit smooth, jolie, qui fasse des trucs de fifou. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on voulait faire?
quand on se pose et qu'on est, par exemple, au tout début d'un projet, qu'est-ce qu'on veut pour notre application? En général, première image qu'on a d'une MPA, c'est que la page se recharge, ça met 3 secondes avec une page blanche, c'est relou. Du coup, on veut on veut annuler, je sais pas comment on dit, annuler le rechargement de la page, on veut éviter le rechargement de la page parce que c'est pas agréable, on a l'impression d'être en 1993 et c'est relou. On veut ajouter des interactions. Par exemple, on veut que, comme sur LinkedIn, Twitter ou n'importe quel site normal, quand on clique sur like, bah évidemment, ça recharge pas toute la page, ça juste fasse +1 sur notre petit counter et que ça mette le petit cœur en rouge. Très bien. Pareil, on veut que les commentaires se chargent que quand on scrolle, par exemple, pour des problématiques de performance ou d'affichage. On veut que quand on recharge, quand on change des paramètres sur un dashboard par exemple, donc par exemple des ranges de date, on veut que des dashboards se mettent à jour tout seuls. Pareil, on n'a pas envie de recharger toute la page parce que peut-être qu'on est en train de faire quelque chose à côté, etc. Des exemples comme ça, en fait, il y en a énormément et on en a quasiment tous vus, mais il y a quand même une liste à peu près commune qu'on a tous comme problématique de, bah, pour les commentaires par exemple, pour des likes, pour des counters, pour des sortes de tableaux, ce genre de choses. Et c'est des problématiques qu'on a quasiment tous. Et c'est un peu la philosophie qu'on verra juste après, c'est est-ce qu'avec 5% d'effort, je peux pas avoir 95% de résultats? Donc c'est la loi des HH, pour ceux qui connaissent. Et autre chose qu'on voulait, bah pareil, on l'a tous vécu, c'est recharger des parties de la page. Donc bah, c'est ce que je viens de dire, des commentaires, des dashboards, ce genre de choses. C'était une problématique qui à l'époque, pour ceux qui l'ont connu, faire en jQuery, on en parlait, objectivement c'était un cauchemar, mais les technologies ont évolué et du coup c'est ce qu'on veut mettre en place. Scalability issue, pardon, j'en ai déjà parlé, pardon. La séparation des concerns, vous l'avez compris. Et un rappel, vous n'êtes pas Facebook. Alors ça, je crois que je vous l'ai déjà tous montré. Cette application va être 4 fois, ok. On va passer. Mais en vrai, vous n'êtes pas Facebook. Facebook, quand ils ont créé React, et Shopify, quand ils ont créé Remix et ce genre de choses, ils ont argent globalement illimité, pour faire simple. Je ne vais pas remontrer les chiffres, mais ils gagnent par seconde, je crois, en bénéfice 1200 $. Donc ils ont une illimitée pour faire simple. Et en fait, s'ils ont besoin de 100 devs pour régler les problématiques de render de React, ils peuvent en prendre 1000 s'ils veulent. S'ils ont besoin de scaler une API à l'infini et peu importe le coût, parce que de toute façon ça leur apportera plus d'argent que ce que ça leur en coûte, ils peuvent le faire. Est-ce que c'est le cas de l'immense majorité des boîtes? Bah non. Et vous n'êtes pas Facebook, vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin collectivement de calquer ce que fait Facebook pour être successful et gagner un max de thunes. Et du coup on est plutôt bien. Et un exemple récent que j'ai mis à jour, je suis très content de ça, vous n'êtes pas non plus Shopify. Parce que j'entendais l'autre jour sur Twitter et sur le Slack du wagon, mon application à scale, truc de ouf, j'ai 40 000, je crois, et quelques requêtes par jour. Donc potentiellement, bon, c'est pas des utilisateurs évidemment, mais c'est potentiellement X fois X utilisateurs. Donc c'est énorme, 40 000 requêtes par jour, vous vous rendez compte? Je vous propose qu'on aille se rendre compte un peu des chiffres. Parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent de mon application scale, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi scale? Ça veut dire qu'en général, on entend, j'ai peur que demain mon application elle passe à la télé et que j'ai 100 000 requêtes par seconde. Bon bah spoiler, ça n'arrivera pas. Donc j'ai fait cette petite application en React, lol. Et merci à tous, c'est tout pour moi. Non, j'ai fait cette application en React et en fait, bah, rien qu'avec. Donc là, imaginons que votre application elle est mondiale et qu'elle est étalée, enfin que votre pic de charge soit étalé sur 24 heures. C'est un peu le cas. On va dire que, imaginez combien de thunes, je sais pas comment dire en rapport, vous pouvez faire avec 26 millions de requêtes par mois. Donc c'est des requêtes, attention, c'est pas des utilisateurs, hein. C'est des requêtes par mois. Mais déjà, c'est beaucoup 26 millions. Pour une app qui vient de se lancer, c'est beaucoup 26 millions de requêtes, hein. Mais c'est que 10 requêtes par seconde. C'est que dalle, c'est invisible. Pour une app à peu près avec un serveur à 1,50 €, je pense que c'est facile. Mais si on augmente, même si vous avez, allez, soyons fous, 1 milliard de requêtes par mois, ce qui est quand même, ce qui commence à être une app un peu plus sérieuse, on va dire, ça fait que 500 requêtes par seconde. Donc tout ça, vous enlevez toutes les requêtes qui sont en cache, donc avec des mécanismes de cache classiques. Vous pouvez quasiment enlever la moitié, voire plus des requêtes, mais ça fait toujours que 500 requêtes par seconde. Allez, soyons fous. L'exemple que j'ai pris, je crois que c'était Shopify. Je crois que Shopify était à peu près par là. Shopify, qui est le plus gros site de e-commerce au monde, qui représente 5% du web, je crois, quelque chose comme ça, au Black Friday, quand vraiment ils sont sous l'eau de ouf, donc c'est à peu près 40 milliards de requêtes par mois. Je crois que c'est, corrigez-moi si je me trompe, mais ça fait à peu près 15 000 requêtes, 100 000 requêtes par seconde. Mais du coup, avant le Black Friday, ils sont à ça.
C'est pas clair, mais en gros, c'est ça. Et 15 000 requêtes par seconde, même si votre application fait 39 milliards de requêtes par mois, ce qui n'arrivera pas, votre boîte sera sûrement morte avant, désolé, et ben ça fait toujours que 15 000 requêtes par seconde. Avec les technologies actuelles, donc on n'est plus en 2015, hein, avec les technologies actuelles, les serveurs actuels, la puissance des serveurs actuels, 15 000 requêtes par seconde, c'est pas si cher que ça. Et surtout, c'est pas si peu gérable que ça. Et c'était un peu la philosophie de se dire, on n'est plus en 2015, déployer beaucoup de serveurs ou de la grosse puissance de serveurs, c'est devenu un peu simple. Et du coup, bah, calmez-vous. Quand vous avez une boîte qui a déjà, quand vous avez 39 milliards de requêtes par mois, vous avez d'autres problèmes que scaler un serveur Rails. Probablement en tout cas. En tout cas, Shopify, GitHub, Airbnb y arrivent. Vous aurez peut-être des problématiques. Ok, mais peut-être que c'est pas votre priorité. En tout cas, vous avez clairement d'autres problèmes que scale votre application Rails. Et c'est là où je voulais en venir. En France, j'ai plus le chiffre à l'international. En France, il y a 9 boîtes sur 10 qui coulent avant leurs 3 ans d'existence. Donc, calmons-nous. C'est pas grave. Dans 3 ans, vous aurez d'autres problématiques. Vous avez largement d'autres problématiques avant. De quoi? Ok. Ça, vous avez largement d'autres problématiques. Concentrez-vous sur votre business, comment développer votre app, comment faire en sorte qu'elle soit successful, comment générer de la thune, parce que sinon, votre boîte va mourir. Et à moins que ça soit un projet perso pour s'amuser, bah, il y a peu de chances que ça serve à quelque chose. Mais du coup, here comes Hotwire, avec Stimulus Components, qui est une librairie que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est hyper cool. Donc, n'hésitez pas à aller voir, parce qu'en fait, les deux fonctionnent pas mal de pair, et c'est plutôt pas mal. C'est un dev indépendant qui fait ça, c'est stylé. Et le concept, c'est quoi? C'est que on va revenir, on va rétro-pédaler un peu sur tout ce qu'on vient de faire, on va oublier que les SPA existent, mais on va quand même apprendre de ce qu'elles ont fait. Il y a quand même des concepts qui sont hyper importants que les SPA ont introduits avec le temps. Et le concept, c'est quoi? C'est qu'on reste sur une MPA. Quand j'appelle la page pour la première fois, mon Rails, peu importe, ça peut être du Laravel, on s'en fout, nous affiche toute la page, comme d'hab. Il n'y a aucune intelligence, je vous débranchez votre cerveau, ça prend un contrôleur à écrire, votre page apparaît. Par contre, ce qui va changer, c'est que comme on avait à l'époque, enfin pas à l'époque, comme on avait avec les SPA, on va découper notre application avec ce qu'on appelle des turboframes, ce qui est l'équivalent MPA, Hotwire, des composants. Tout ce qui va être dans les turboframes va être scopé au turboframe. Tout ce qui se passe, donc quand vous allez cliquer sur un lien, quand vous allez cliquer sur un bouton, quand vous allez soumettre un formulaire, tout ce qui va se passer à l'intérieur de ce composant, de cette turboframe-là, va rester dans cette turboframe. Donc ça veut dire que si, on va le voir juste après, si j'ai un lien ici et que je clique, ça va faire automatiquement, j'ai pas besoin d'écrire une seule ligne de JavaScript, Hotwire va faire pour nous un appel en Ajax, et il va espérer, c'est important, il faut que dans la réponse, quelle qu'elle soit, il y ait au moins la turboframe avec le même ID, et le retour va remplacer, bêtement et simplement, c'est là que c'est important, ça va remplacer la turboframe. Il n'y a aucune intelligence, il n'y a pas de comparaison de DOM, il n'y a pas de mapping de DOM, il n'y a pas aucune intelligence en front, c'est on supprime l'ancien, on le replace, fin. Et vraiment, la logique, c'est le plus important, ça existe depuis Sam Stephenson à l'époque, sauf que là, au lieu que ça soit toute la page, c'est que des petites parties. Donc ça répond à toutes les problématiques de likes, de commentaires qu'on a vu tout à l'heure, de charts. On veut, quand on par exemple soumet un formulaire avec les ranges de dates, ça met à jour que le graphe. Et on va le voir juste après. Donc comment ça marche? Vous allez me dire. Eh bien tout simplement, il faut découper nos views classiques, bêtes et méchantes en ERB en l'occurrence, avec des turboframes. Et en fait, la logique de turbo, c'est juste, je mets des guillemets, découper, comme on le ferait avec une SPA, intelligemment, en fonction de ce que vous voulez faire, les parties de vos pages qui sont dynamiques avec des turboframes. Donc on va voir ça avec un tout petit exemple moderne. Donc pareil, j'ai trouvé ça sur internet, c'était plutôt pas mal. Donc c'est une application qui a l'air d'être en vue, pas en vue, en Rails 8. Qu'est-ce qu'il y a? Merde, je me suis spoil. Donc le concept c'est quoi? C'est que là c'est une application, c'est une MPA pardon, stupide, il n'y a aucune intelligence. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, nous ce qu'on veut, quand notre PO/PM vient nous voir en mode, moi je veux que, par exemple, je veux pouvoir trier ce tableau. Vous êtes dans une SPA, comment vous faites? Vous avez un state manager pour lister tous les items qui sont là. Okay, vous avez un state manager pour vérifier dans quel état de sorte on est. Est-ce que je suis en train de sort, par exemple, par décroissant le completed ou pas? Vous devez imaginer, inventer la logique qui est derrière ce state management. Et vous devez avoir une API qui va comprendre les paramètres qu'on lui envoie pour sortir dans un sens ou dans l'autre. Juste en disant cette phrase, il y a quand même beaucoup de logique qu'on doit se poser comme question pour seulement sortir une table.
Et du coup, l'objectif, c'est quoi? L'APO nous demande, moi, je veux pas que la page se recharge quand je filtre par soit ces trucs-là, là, soit quand je trie ma table. Et en fait, ici, toute cette partie-là, là, j'ai regardé le code qu'ils avaient fait, là, et en gros, tout ça, là, à partir de là, c'est une turboframe. C'est une immense turboframe. Et en fait, la logique derrière, c'est de se dire, je m'en fous de savoir si plus intelligemment je peux enlever certaines parties de mon state et je vais les réimplémenter correctement. Comment je vais faire pour set mes items, comme on a vu tout à l'heure avec le fetch effect, le use effect, pardon. Je vais juste recharger ma page. Voilà, là, on le voit pas, mais mon Rails a re-render toute la page. Il n'y a aucune intelligence. Est-ce que vous avez l'impression que c'est pas smooth et que c'est pas le petit feeling qu'on aime bien quand on voit une SPA? Je pense pas. Du coup, bah, c'est plutôt smooth, donc c'est en ligne, hein, ça coûte 1 balle par mois. Et bah, on peut cliquer, et là, c'est pas un fake, c'est je recharge toute la page. En termes de code, j'ai rien eu à faire. C'est un render bête et méchant avec un point order de Rails à la con, et c'est tout. Je n'ai aucune intelligence à faire. On peut même mettre à jour, par exemple, des petites to-do. Donc ça va mettre à jour le count là-haut. Donc là, ça devient insane, hein. Là, on est plutôt bien. Donc là, en général, les gens, vous êtes comme des fifous, mais j'entends. Et surtout, si quelqu'un peut aller sur cette jolie page, donc je vous remets l'URL toute propre, on va faire un autre test. Est-ce que quelqu'un avec son téléphone, parce que si je vous fais la démo, vous n'allez pas me croire, est-ce que quelqu'un peut passer la prova, parce que c'est en ligne, à true pour les completed? C'est encore? Merci Joseph. Et ben normalement, si j'ai bien fait mon métier, il est à la fin. Mais j'ai oublié. Passe par exemple prova à true, si tu le vois. S'il est affiché sur mobile d'ailleurs, j'ai un doute. Waouh! Quantité de JavaScript et de logique, métier et de tout ça, zéro. C'est du WebSocket pour ceux qui en ont déjà fait. Il n'y a aucune intelligence. C'est-à-dire que je n'ai rien eu à coder sur est-ce que je dois fetcher un serveur de WebSocket de je sais pas quoi. Est-ce que mon state il change par l'utilisateur ou par le WebSocket? Il n'y a rien. C'est-à-dire que je recharge la page, je débranche mon cerveau, recharge la page, ça marche, merci, bonsoir. Et du coup, bah, on est quand même plutôt bien, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, juste avec des turboframes qui rechargent des pages, ça fait tout seul. Autre exemple qu'on a tout le temps, qu'on me dit toujours, on ne peut pas faire du Rails dans un monde moderne parce que j'ai besoin de lazy loader des choses. L'exemple courant, c'est les commentaires, je vais vous montrer, mais il y en a des milliers d'autres. Par exemple, vous voulez charger l'état de votre carte si vous faites une application d'e-commerce, vous voulez charger l'état de trucs selon ce que vous voulez faire, mais en tout cas, il faut du lazy loading. Il faut que, pour des raisons de performance potentiellement ou de navigation, de fluidité de navigation, il faut pouvoir charger des choses à la volée. Bah là, c'est exactement le même concept. Je vais avoir une turbo frame, je vais lui dire, quand tu seras chargé, quand tu vas afficher cette turbo frame par tes propres moyens, je ne veux pas écrire une seule ligne de JavaScript, tu appelleras cette route-là, et ça, tu le feras comme sur les images, tu le feras que quand la turbo frame sera visible. À l'intérieur de ça, on peut mettre un petit spinner pour que si ça prend du temps, ça soit un petit peu joli. Et dans mon contrôleur côté back, j'ai juste à render, en l'occurrence, je spécifie la partielle, on n'est même pas obligé. Je render la partielle qui contient tous les commentaires, il n'y a aucune intelligence, et ça va prendre le résultat de la partielle, ça va l'acheter dedans, fin. Petite démo, c'est ce que j'ai mis en place, c'est ce que j'ai mis en place, donc j'ai mis artificiellement un slip 3 ou 4 dedans, mais là on a une application avec des tables, en l'occurrence, qui a changé d'ailleurs, mais peu importe, avec des tables, et j'ai pas envie de charger mes commentaires qu'on voit là-haut, j'ai pas envie de charger mes suppliers, mes contrats, mes documents au chargement de la page. La page serait potentiellement bien trop longue à charger. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où on va faire notre petite turboframe qu'on avait vue, et c'est seulement au moment où le tab devient visible que la turboframe va se charger, va faire un appel au serveur, et grâce au petit spinner, bah, ça va charger les commentaires, on le voyait, automatiquement, avec une requête Ajax. Il n'y a aucune intelligence. Et ça, bah, ça fait gagner on a gagné à peu près, sur ces pages-là, environ 60% de temps de chargement, juste en mettant tout en turboframe et en débranchant notre cerveau sur ça. Donc là, on est plutôt bien. Et j'avais un autre exemple, alors je ne retrouverai jamais le truc, bah là c'est le même principe, mais là j'ai fait un infinity loader, donc plus on scroll, à la fin de chaque turboframe, je rajoute une turboframe, et en fait ça se charge à l'infini, pareil, il n'y a aucune intelligence. Ça vous l'avez peut-être vu passer sur internet. On continue. Du coup, le concept de base, c'est updater seulement ce que vous avez besoin.
C'est-à-dire que vous pouvez garder votre MPA traditionnel de papa historique, mais très bien, ça vous empêche pas de tout recoder. Au contraire, ça vous évite, pardon, de tout recoder, et vous pouvez même, comme je l'ai fait ici, juste mettre une petite partie en lazy loading, par exemple. Vous n'avez absolument pas besoin d'écrire une seule ligne de JavaScript, le JavaScript est écrit pour vous, vous avez juste besoin d'agencer correctement des turboframes. Globalement, c'est instant, dans le sens où ça va être quelque chose en général qui va être en cache pour les commentaires, par exemple. Ça va être du cache, donc on va faire un appel réseau, ok, certes, mais ça va renvoyer une page qui est mise en cache. C'est instant. Il n'y a pas ce côté, vous n'aurez jamais la problématique en tout cas de pourquoi mon render côté front est lent. Le problème ne viendra pas de là, viendra peut-être du réseau, viendra peut-être de votre cache, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est très simple à débugger et c'est un peu le principal. Si vous devez déployer quelque chose, vous déployez tout. Tout est tout le temps au même endroit, ça reste une MPA classique, c'est hyper important. Ça dépend pas de votre backend, si vous faites du Rails, c'est du Rails, si vous faites du Laravel, c'est du Laravel, si vous faites ce que vous voulez, on s'en fout. Et ça, c'est le plus important. Pareil, quand on parle de SPA, c'est rarissime de ne pas tout refaire from scratch. On va en général repartir de zéro et faire des API d'un côté, une SPA de l'autre. Et bien là, vous pouvez garder votre application, entre guillemets, historique si vous en avez envie, et ajouter des turboframes par-ci par-là, et commencer petit à petit à rendre votre application dynamique. Et ça, c'est plutôt cool. Et comme je le disais, c'est plug and play, il n'y a rien à faire. Vous installez Turbo, globalement, ça marche. Faut que j'enchaîne. Il y a aussi les turbo streams, j'en ai déjà parlé. Je sais pas si ça vaut le coup de revenir dessus, mais en gros, si vous avez besoin d'être plus de faire des choses de manière plus fine, vous pouvez utiliser les turbo streams. Pareil, on en a déjà parlé, je pense que ça vaut pas le coup d'en reparler, mais je l'ai mis dans les slides pour ceux qui veulent revenir dessus. Et la démo, eh ben, c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure, mais voilà. Globalement, si ce que je voulais vous montrer, c'était ça, surtout, deux choses que je voulais vous montrer, c'est que quand je vais dans l'inspecteur de network, je vais vous prouver que je vous mens pas. Alors au fond, peut-être que vous voyez pas bien. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais cliquer sur Completed, vous voyez qu'il y a un appel Ajax qui l'a fait. Il l'a fait tout seul. J'ai juste passé un paramètre Rails bête et méchant. Et si je regarde ma réponse, tac tac tac, si je regarde ma réponse en RAW, vous voyez que la réponse de ce petit Completed là me renvoie tout. Mais du head avec le body, avec tout, avec le footer, tout. Pourquoi? Parce que là, j'ai fait le choix de me dire, ok, c'est pas assez gourmand en ressources pour justifier que moi, je passe du temps pour granulairement lui dire ne recharge que les commentaires, par exemple. Ou que les to-do, en l'occurrence. En fait, c'est de se dire quel est le compromis ratio temps-performance ou ratio temps-coût je peux avoir pour justement tout re-render ou pas. Et ça, on peut le faire pour chaque truc. Chaque truc, à chaque fois, il va tout re-render, que ce soit dans un sens, avec comment ça s'appelle, les sorts ou pas, il va tout refaire tout seul. Donc là, c'est vraiment le niveau, enfin le degré zéro de la réflexion. Et là, en termes de kiff, on est bien. Oui, C'est du Turbolix traditionnel. oui, exactement. Il n'y a rien de plus que. Merci pour ton intervention. N'hésite pas à pourrir ma presse. Là, Ah, je rigole. Mais oui, c'est exactement ça. Mais on viendra après sur pourquoi, justement, les turboframes. Alors ça, c'est oui, non. Oui, mais bref, je détaille pas, mais en gros, oui, c'est le même concept, mais ça a été amélioré grandement amélioré même avec Turbo. Voilà, le concept de base, c'est celui-là. Il y a vraiment rien à faire. Et est-ce que c'est maintenant? C'est là. Il y a un autre exemple qu'on m'avait donné l'autre jour, j'en parlais avec je sais plus qui. C'était, ouais, ok, c'est stylé, mais ça marche pour les fonctionnalités simples. C'est-à-dire que moi j'ai des commentaires à charger, ok, trop simple, on vient de le voir. Pour les likes, trop simple, on vient de le voir. Mais moi par exemple, l'exemple que Symfony a fait, c'est faire un invoice builder. C'est le cas classique. Je vais avoir des lignes d'invoice. Ok, je vais pouvoir calculer leur TVA individuellement, appliquer des coupons de réduction si j'en ai besoin, et calculer le total en fonction, et par exemple appliquer des réductions s'il y a besoin. Si vous avez plus de 10 items, appliquer 10% de réduction, ce genre de choses. Trop chiant à faire en bac traditionnel. Et c'est l'exemple en général classique qu'on nous donne quand on nous dit en React j'ai rien à faire, je lui dis que ça égale ça fois ça, il recalcule tout seul, il met à jour le DOM, merci, bonsoir. On verra après les problèmes que ça a, mais je voulais vous montrer cet exemple-là en espérant que ça change, que Symfony a fait, qui travaille aussi beaucoup avec Turbo. Et ça, là, pareil, il n'y a pas une seule ligne de JS. Mais comment ça marche? Je peux très bien rajouter un item. Là, pareil, je vous montre pas, mais sous le capot, il a re-render juste cette partie-là, il l'a affiché. Je peux choisir un produit, ok. Je peux choisir la quantité. J'appuie sur Edit. Ça sauvegarde rien sur le papier, on s'en fout, c'est pas important, mais en tout cas, ça passe par le bac et c'est rechargé ici. Et là, ça va être rechargé comme ça. On peut le faire, on peut juste en rajouter un deuxième pour l'exemple. Je vais rajouter des trucs, ça recalcule tout, et quand je clique à la volée, ça recalcule tout. Merci, bonsoir.
il n'y a pas une seule ligne de JS. On re-render tout en disant, bah, on récupère toutes les lignes d'invoice et leur quantité, on calcule tout une fois en back, et cette logique-là va être écrite une fois, va être sauvegardée en base de données quasiment telle qu'elle, et merci, bonsoir. Pareil, s'il y a besoin d'appliquer des coupons, il n'y a pas besoin de communiquer entre le back et le front, parce que vous devriez avoir un moyen de dire, bah, si par exemple c'est le React qui calcule quelque chose, par quel moyen je lui explique qu'au bout de 10 items, il y a une réduction. Il faut qu'on puisse envoyer cette information-là via une API et récupérer cette information. Là, bah, il n'y a rien à faire, il n'y a même pas besoin de le documenter, c'est dans le code classique, dans votre code classique Rails. Et pareil, à la volée, ça calcule tout seul, quoi. Donc là, on est plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt cool. Ouais. Là, est-ce que tout ce formulaire est interactif même sans rien se passer dans la base de données? Comment? Tout le formulaire est interactif même si on n'a rien assisté dans la base de données? Comme on veut. En fait, en Rails, tu peux, enfin, côté Rails, si par exemple tu envoies les paramètres et que tu décides de ne pas faire un, par exemple, invoice.save, tu peux très bien re-render enfin, bypass la côté sauvegarde, re-render ta page à la volée, et c'est que une fois que tu as décidé, imaginons que c'est que ce bouton-là qui trigger le save, et tu peux très bien avoir les mêmes logiques de validation côté Rails, donc les validateurs Rails classiques, les mêmes services d'update de coupons si tu en as. Tu n'es pas obligé, tu fais ce que tu veux. Ton state manager devient potentiellement Rails avec toutes les règles de validation. Et bah, c'est très bien ce que tu dis parce que imaginons que tu n'as pas le droit de dépasser avec ton compte les 1000 balles, bah, tu vas avoir un validateur sur ta ligne d'invoice. Bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, que tu sois en SPA ou pas, tu aurais ce validateur pour vérifier que tu n'as pas le droit de dépasser 1000 balles. Bah, comment tu fais pour l'envoyer dans une application React? Est-ce que tu dois avoir un endpoint qui définit toutes les règles métiers que tu as le droit de faire dans ton invoice builder ou pas? Peut-être. Mais là, en tout cas, là, la question se pose même pas. Et c'est ça qui est chouette. Voilà. Est-ce que ça répond à tes questions? Vas-y, fais-toi plaisir. Bon, question pour la fin si tu veux. En vrai, ça m'arrange. Allez, Mais garde ta question, je vais répondre avec plaisir. Donc là, déjà, là, on est content. On est content, mais il y a des trucs qui sont pas cool. Parce que déjà, on vient de le voir, il y a quand même encore du boulot côté dev, pardon, c'est que on re-render toute la page. Par défaut, si on fait rien, ça re-render toute la page. C'est le principe même, ça vient de Turbolinks comme tu disais, mais ça a des problèmes. Ça pose des problèmes, pardon. Parce que si par exemple on fait des graphes, si on a un système de cartes et qu'on est en train on a changé quelque chose qu'on n'a pas encore sauvegardé et qu'on change quelque chose ailleurs, bah, ce qu'on venait de faire va être supprimé. Parce que la page va être re-render et du coup c'est relou. Du coup, Turbo 8, qui est sorti il y a moins d'un mois, je crois, euh, ajoute la notion de morphing. Et bah, c'est un game changer parce que, vous pouvez l'imaginer, tout le concept c'est que quand on va recevoir la page entière, pareil, aucune intelligence à faire côté dev, et ben il va faire la différence entre ce qu'il y a actuellement sur la page et ce qu'on a dans la réponse. Il va isoler les différences, il va mettre à jour que les différences. Comme ça, vous avez encore moins d'intelligence à faire. Votre page ne se recharge que là où elle a besoin de se recharger, malgré le fait qu'on renvoie toute la page. Et un des énormes problèmes qu'on avait avec Turbo 7, TurboLinks à l'époque, c'était le scroll position. Vous l'avez peut-être tous expérimenté. C'est que quand vous soumettez un formulaire, même s'il est du coup avec Turbo, bah, en général le scroll est perdu, on remonte tout en haut, et bah ça annule tout le côté, l'effet waouh, ça annule tout le côté, ok c'est une fausse MPA, SPA, et du coup c'est relou. Ce que ça permet aussi de faire, c'est du broadcast. C'est un peu ce qu'on a montré tout à l'heure avec Joseph. C'est-à-dire que sans rien faire, je peux vous pusher des events qui vont mettre à jour la page pour X raisons. Donc ça marche très bien pour les likes, pour les commentaires. Je m'étais amusé à refaire AirPixel en TurboLinks avec ce système-là. Donc ça broadcastait la couleur et la position des tiles en direct live. Et ça, c'était plutôt pas mal. Autre chose, mais pareil, je suis en retard, je n'en parlerai pas, c'est InstaClick. Ça permet de mettre en cache quand on passe la souris sur un lien, ça va précharger cette chose-là pour que quand on clique dessus, ça soit instant. Comment ça marche? Pareil, je vais très vite. Comment ça marche le morphing? Il y a juste à rajouter ces deux balises-là méta dans le header. Et globalement, bah, Turbo va comprendre que au lieu de recharger toute la page, il passe en mode morph ou il passe en mode preserve pour le scroll. Si vous rajoutez juste ça, et ben automatiquement, pardon, le mécanisme de morph se met en place. Il peut avoir des contraintes, on n'y reviendra pas, mais globalement, vous pouvez l'activer par défaut, ce qui va être le cas dans 8.1, je pense, de mémoire. Et du coup, vous n'avez rien à faire. Donc si on résume cette partie-là,
Globalement, dans Turbo 7, quand on n'avait rien à faire, ça rechargeait la page et on n'en parle plus. Si on voulait un peu plus de responsiveness, on faisait un body replacement, donc Turbo Links. Donc pareil, le développeur n'a absolument rien à faire, c'est aucune intelligence. Si on veut beaucoup plus de responsiveness, on met en place les turbo frames comme on a vu, et du coup, bah, ok, on choisit granulairement ce qu'on update ou ce qu'on update pas. Et avec les Turbo Stream Actions, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est encore pire. Là, c'est le back qui choisit précisément avec tel ID ce qu'on va update de manière très précise. Et là, bah, c'est un peu ce qu'on avait avec Rage.js, ce genre de choses. Donc on retombe dans les problématiques de jQuery. On n'en parlera pas, mais en tout cas, ça saoule. Et maintenant, avec Turbo 8, bah, en fait, on gagne grâce au morph. On s'approche très fortement de ce qu'on peut avoir avec les Turbo Frames, sauf qu'on n'a même plus à le faire. C'est-à-dire que c'est le morphing qui s'occupe de tout seul. Et on est bien. Ouh, je suis en asphyxie, ouais. La conclusion, pour faire vite, pas vite, mais la conclusion, c'est ne réinventez pas la roue. Ça fait quasiment maintenant 8 ans, 10 ans quasiment qu'on essaye de trouver, on a une techno, les SPA, et qu'on essaye de, par tous les moyens, par tous les frameworks de la Terre, de trouver un moyen de contourner les problématiques que ça crée. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais l'immense majorité des technos qui sont présentés depuis 5-10 ans, c'est seulement des contres, des counters, je sais pas comment on dit, aux problématiques que les SPA ont amenées. Par exemple, pour l'histoire des problématiques organisationnelles, comment faire pour avoir une API qui est tout le temps à jour et qui nous renvoie que ce qu'on veut? Je vous le donne en mille, c'est GraphQL. GraphQL répond exactement à cette problématique-là. Ok, ça a d'autres problèmes, mais du coup, c'est une techno qui ne sert qu'à ça, qu'à répondre à des problématiques organisationnelles. Pour les problèmes de performance que React a amené avec cette histoire de JavaScript qui pèse une tonne, des problématiques de SEO, des problématiques de call à la base de données, de premier render, ce genre de choses, bah React, depuis sa dernière version, a mis en place le SSR, et surtout avec Next. Ok, bah du coup, il n'y a plus de problématique de SEO, très bien, mais du coup, il faut deux runtime en prod si vous avez un autre runtime que du JavaScript. Ok, cette partie-là ne sert à rien d'autre que résoudre les problèmes que lui-même a apportés. On va avoir d'autres problématiques, comme je disais, les fetch, les links, les routeurs, tout doit être refait. Le mécanisme d'URL natif des navigateurs doit être réécrit entièrement par votre framework. Il doit être maintenu par la communauté. Donc par exemple, le React Router ne fonctionne pas de la même manière que Vue Router, par exemple. C'est deux systèmes très différents. On doit surcharger les links. On est obligé de réécrire le fonctionnement même des links pour savoir quel composant et quel JS on va appeler. Tout doit être refait à la main. Pareil pour les fetch et ce genre de choses. Vous devez avoir des state managers. Donc en double, vous avez la base de données quoi qu'il arrive et votre state manager en local. Qui n'a pas déjà pété un plomb sur votre state manager? Forcément, vous l'avez vécu si vous en faites. Il y a eu 1 milliard de librairies pour gérer les formes avec React Query par exemple, qui est ok, très bien, mais bon, qui existe que parce qu'il y a React qui pose des problèmes. Et pareil pour les technologies d'Ajax, donc Axios, ce genre de choses. Et pareil, ça sert qu'à répondre à des problématiques qui n'existaient pas avant. Et une fois que vous avez résolu tous ces problèmes-là, vous avez toujours créé que la moitié de votre app. Parce que quoi qu'il arrive, toute la logique métier devra, quoi qu'il arrive, être côté back, in fine. Vous ne pourrez pas y couper. Un exemple qui a beaucoup fait buzzer récemment, donc là c'est du PHP 5.2, pas du tout, c'est du Next, la dernière version de Next. En fait, pour résoudre toutes ces problématiques-là, parce que les développeurs en avaient marre de savoir comment communiquer avec l'API machin bidule, ils ont fait en sorte que Next tourne côté serveur, vous l'avez compris avec tout ce que je viens de vous dire. Et du coup, bah, maintenant, on peut écrire des requêtes SQL côté back, directement dans des composants React, mais on s'en fiche, ça tourne côté back. Donc là, on s'en rend pas compte, mais cette partie-là tourne côté front, par un moyen magique que Next seul connaît, et ça tourne côté back. Donc voilà, cette nouveauté qui a énormément fait parler d'elle ne sert qu'à une chose, c'est faire la contrepartie de tout ce qu'on a vu avant. Et ce que je voulais vous dire, j'en parle souvent avec vous tous ici, c'est que en vrai, tout le monde s'en fout. C'est un peu ma conclusion de tout ça, c'est que l'immense majorité des sites sur Internet, voire tous, ont un rechargement de page. Et en vrai, je trouve qu'on vit très bien, surtout avec les technologies actuelles. Les rechargements de pages, même s'ils sont entiers, sont quasiment instantanés aujourd'hui. Et c'est pas la fin du monde. On va très bien avec ça, et les sites qui ont besoin d'énormément d'interactivité sont rarissimes. Est-ce que vous êtes en train de construire Notion? Est-ce que vous êtes en train de construire Miro? Est-ce que vous êtes en train de construire ce genre d'application? Bah non, c'est peu probable. Pour donner un ordre d'idée, Notion a mis plus de 3 ans de développement avant d'exister, avant d'être en prod. Bah, c'est quand même peu probable que vous ayez besoin d'autant d'interactivité. L'interactivité, oui,
Mais en vrai, on a 80 pour 95%, on a tous les mêmes problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc les problématiques de haute interactivité sont rarissimes. Et encore une fois, est-ce que c'est ça qui va vous ramener de la thune? Je sais pas. Peut-être. Mais encore une fois, connaissez votre contexte. Et peut-être que votre app, pendant 4-5 ans, elle sera avec un rechargement de page entier. Ok, fine, mais vous allez faire de la thune et vous allez pouvoir recruter des gens qui vont faire en sorte que ça soit de plus en plus interactif. Connaissez les besoins de vos customers. Est-ce que quand vous êtes sur Airbnb qui répond à un besoin précis et parfait, vous vous dites, mon Dieu, jamais je loue ce chalet à la montagne parce qu'il y a un rechargement de page? Ah non, vous en foutez. Vous voulez juste que ça recharge le plus vite possible et avoir votre chalet à la montagne, que vous êtes sûr que ça soit validé et que le service derrière fonctionne très bien. En fait, c'est tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de réinventer un milliard de choses. Même vous, en tant que développeur, dans l'immense majorité des cas, vous n'avez pas des besoins qui n'existent pas. Et nulle part, je crois, sauf de ma part, j'ai jamais entendu un customer se plaindre en disant putain, à un moment là, quand je clique là, ça recharge la page, tout le monde s'en fout. En vrai, objectivement, la plupart, sauf dans des cas encore une fois précis que seuls vous connaissez, dans l'immense majorité, tout le monde s'en fout. Le seul besoin, c'est de faire en sorte que votre application soit rapide pour justement éviter ce syndrome de la page blanche et faire en sorte d'ajouter du cache. Dans l'immense majorité des cas, ajouter du cache répond à résout 90% de vos problèmes. Encore une fois, pour les commentaires, les likes, ce genre de choses, mettez en cache vos petites partiales qui vont être render à la premier collage axe. Vous aurez, dans l'immense majorité des cas, ça suffira largement avec quasiment aucun effort. Dernière chose que je voulais vous dire, surtout dans une école, c'est que, ok, les back-end technologies sont boring. Elles sont éprouvées, c'est ce qu'on appelle des solved problems depuis 1000 ans. Rails n'a pas ou peu évolué en caricaturant depuis 2004. C'est une application de 2004 ressemble quasiment à une application de 2018, pour caricaturer, parce que ça marche. Il n'y a plus rien à faire, entre guillemets. Pareil pour Symfony, Laravel, ce genre de choses. On a des petits gimmicks qui arrivent avec les nouvelles versions. Mais dans l'immense majorité du temps, personne se hype pour Laravel 11. Ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a aucune hype à avoir. Alors que les technologies dont on parlait tout à l'heure, elles apportent des nouveautés qui ont l'air sur le papier incroyables. Et tout le monde en parle parce que c'est nouveau. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Donc, par pitié, je vous en supplie, ne tombez pas dans la hype-driven development. Hype, je ne sais pas le prononcer, ce mot-là. DHH, quoi. Ne tombez pas dedans parce que, en fait, n'ayez pas peur de se dire putain, mon app, elle est en Rails, ça y est, j'aurai aucun client, tout le monde s'en tape. C'est pas parce que vous faites une application en React qu'elle sera successful, et c'est pas parce que vous faites une application en Laravel, Symfony, WordPress que ça sera pas bien. Le site de Drake, je crois, est en WordPress. Bon, ça va, c'est fine. Tout le monde s'en fout, en fait. Et donc, du coup, n'ayez pas peur quand vous ouvrez Twitter, quand vous ouvrez n'importe quel blog, dev2, newsletter. Si vous voyez 90% des articles qui parlent de React, c'est pas parce que ça veut pas dire qu'il faut se jeter dedans. Connaissez votre problématique. Enfin, la conclusion. Les SPA sont bien, mine de rien. C'est bien. Par exemple, pour Notion sans SPA n'existe pas. Bon, ok, c'est grâce à ça qu'on a des applications comme ça. C'est très bien, mais utilisez-les sciemment. Est-ce que vous connaissez vos besoins réels et comment vous en servir? Utilisez exactement les besoins, les outils dont vous avez besoin. Si Rails ou même WordPress correspond à votre... j'ai vu des apps qui sont devenues après des frameworks, mais qui ont commencé par WordPress, et c'est très bien. Aucun problème, il n'y a pas de jugement à faire. Si la technologie répond à votre besoin, très bien. Est-ce qu'une Ferrari veut qu'un tracteur? Ça dépend ce que vous voulez faire. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. Pardon. Voilà, c'est fini. J'en ai déjà parlé 1000 fois de tout ça, mais n'hésitez pas à aller voir Stimulus Components qui règle toutes les petites problématiques que Turbo peut pas régler pour vous. Mais sinon, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, j'ai à peu près fini. Si vous voulez les slides, ils seront à vie sur cette URL. N'hésitez pas.